Bonjour, M. Frenette, bienvenue à CGSR. Bonjour, M. Tremblay. Première question, qui êtes-vous? Ben, moi, je m'appelle Simon Frenette. J'ai décidé de me lancer avec le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier. Je ne suis pas un politicien de carrière, mais j'ai quand même décidé de me lancer en politique parce que les dernières années, depuis 2020, j'ai trouvé que c'est passé des étranges choses là, au niveau autant politique provincial que fédéral. Donc, je suis quelqu'un qu'on appelle un monsieur tout le monde, mais qui a décidé de faire le saut parce que ça prenait vraiment une direction. Là. La politique québécoise et la politique canadienne prenait une direction que je n'aimais pas, puis je ne voulais pas être un simple spectateur. Je voulais emmener ma propre contribution. D'accord. Mais avant, on va y revenir à ça, mais avant, vous habitez où? Vous avez fait quoi comme carrière? Vous faites quoi comme carrière? Moi, j'habite Trois-Rivières. Toute ma famille habite dans Port-Neuf. Puis je travaille à Montréal. Je travaille dans la fonction publique à Montréal. Mais toute notre famille, mes parents sont originaires, mon père de Saint-Basile, ma mère de Neuville. Mes parents demeurent à Neuville maintenant. C'est une région ici dans laquelle j'ai passé mes étés de ma jeunesse. C'est une région avec laquelle j'avais un attachement. Puis, quand j'ai décidé de me présenter avec le Parti populaire, j'ai pas magasiné la circonscription dans laquelle je voulais. C'était Portneuf-Jacques-Cartier que je voulais. Ah, c'est pas eux qui vous ont dit « Présente-toi dans Portneuf-Jacques-Cartier ». C'est pas eux qui m'ont approché, c'est moi qui ai approché le parti. Bien, j'étais militant avec le Parti populaire. J'étais membre, j'ai assisté à une conférence l'été dernier. Il y avait une prise de photos avec les candidats avant le début de la conférence, avec les candidats choisis. J'ai demandé à Daniel Brisson, qui est le lieutenant du Parti populaire du Canada, avant le début de la prise de photos, j'ai dit Daniel, je connaissais déjà un peu Daniel, j'ai dit Daniel, est-ce que Portneuf-Jacques-Cartier est disponible? J'aimerais être candidat dans Portneuf-Jacques-Cartier. OK, vous saviez ce que vous vouliez. Oh, oui! Il m'a dit oui, c'est disponible. Bon, j'ai dit parfait, garde-moi Portneuf-Jacques-Cartier. Réserve-moi là jusqu'à temps qu'on fasse le processus de sélection. Puis je vais prendre la photo immédiatement. Donc, non, c'est pas eux qui m'ont approché pour être un candidat poteau ou un candidat parachuté. Là. Je voulais cette circonscription aussi. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de choses qui vous embêtaient, que vous n'aimiez pas dans la politique actuelle, et c'est ça qui vous a motivé. Parlez-moi-en un peu, là. Oui, c'est absolument ça qui m'a motivé. Qu'est-ce que vous n'aimiez pas dans la politique actuelle? Je n'ai pas aimé à partir de 2020. Ben, en 2018, là, on va reculer rapidement à 2015. OK. C'est en 2015, j'ai trouvé qu'on a pris un tournant assez particulier au Canada quand j'ai vu que Justin Trudeau avait été élu comme promesse phare la légalisation du cannabis. Je suis quelqu'un de centre-droit. Moi, je n'ai rien contre le monde qui veut fumer un joint chez eux, mais qu'on en fasse un enjeu de société quand on connaît les effets dévastateurs du cannabis qui agissent différemment d'une personne à l'autre. À partir de ce moment-là, là, je me suis dit, je ne peux pas croire qu'on fasse une élection référendaire sur l'enjeu du cannabis. Ensuite est venu le premier 4 ans de Justin Trudeau où il était majoritaire jusqu'en 2019. Il y a eu le pacte mondial sur l'immigration qui avait été signé, puis Justin Trudeau avait tweeté un tweet à l'époque en disant qu'il était prêt à accueillir toute la misère du monde entier. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir de l'immigration illégale qui rentrait par le chemin Roxham. Bien, il pouvait rentrer par un peu toutes les voies, mais c'est là que le problème s'est accentué. Donc, ça fait partie des choses là, qui m'ont pas mal découragé, mais à l'époque, je regardais ça vraiment là, d'un œil d'auditeur. En 2019, je trouvais l'actualité tellement lourde. Juste avant Noël, en décembre 2019, je me suis dit, je prends une pause là, de nouvelles. Donc, je me suis dit... Ah bon? Qu'est-ce qui vous fatiguait à ce point-là? Bien, je trouvais que sur les grands médias, il y avait beaucoup là,
y avait beaucoup de désinformation, ne serait-ce que tout ce qui est, à l'époque, là, pour les droits des chasseurs, pour les armes à feu, il y avait beaucoup de désinformation dans la population. Puis on écoutait les médias traditionnels, puis on écoutait le monde s'exprimer. Puis le monde pensait à l'époque qu'on pouvait aller dans un armurier puis s'acheter une arme. On ressort de l'armurerie avec une arme de poing, sans information. Puis c'était facile, mais ce qui était complètement faux. Là, il y avait un registre, il y avait un processus ultra rigoureux, mais on n'expliquait pas ça. Valérie Plante qui disait à Montréal, hey, on veut enlever les armes de poing des honnêtes personnes parce que ces armes-là se retrouvent dans les rues. Là, je voyais qu'il y avait des amalgames douteux. Donc, l'actualité, j'étais un peu découragé là, de ce qu'on entendait. Je me suis dit, bon, je vais prendre une petite pause des médias en décembre 2019, mais la pause a été de courte durée. Parce que là, il est arrivé ce qu'on appelle la COVID. Mm-hmm. Au début, on regarde ça d'un œil. On se dit, ça ne durera pas longtemps. Là, après ça, on entend parler un peu. Je me suis dit, c'est quelque chose qu'on monte en épingle, un peu comme la AH1N1 à l'époque. Ça va être de courte durée. Là, force est de constater qu'on envoie tout le monde en télétravail. Moi, je fais partie des privilégiés. J'ai continué à travailler avec la population parce que je travaillais dans le service à la clientèle. Donc, mes services étaient requis pour travailler avec la population. Mais je voyais le monde autour de moi qui était en confinement chez eux, puis le monde me disait « t'es chanceux d'aller travailler ». Puis oui, je me considérais chanceux. Donc, moi, je suis quelqu'un de très sociable, puis pendant ce temps-là, tous nos liens étaient complètement coupés les uns des autres. À ce moment-là, bien, j'arrivais au travail plus tôt juste pour entretenir des liens sociaux parce que je suis quelqu'un de sportif, j'avais plus accès au gym. Puis là, je me suis dit, ça va être de courte durée. À un moment donné, on écoute la deuxième conférence de presse, l'autre fameux défi 28 jours de François Legault. François Legault, il dit un autre 28 jours en confinement. Puis j'avais un client régulier avec moi. Puis c'est un monsieur là, qui a été sur l'aide sociale longtemps, puis il venait de reprendre sa vie en main. Puis il travaillait dans un centre communautaire comme vadrouilleur. Puis il s'est mis à pleurer à côté de moi. C'est à pleurer dans le chaud de larmes. Là. Lui, là, on venait de basculer sa vie une deuxième fois. Là, il est arrivé. Puis là, j'ai pas eu le choix de me remettre comme ça. Ma pause d'information a été de très courte durée. Mm-hmm. Puis là, est arrivé après ça, rendu à l'été, on a dit, bon, ben, on va avoir c'est fini, là. Moi, j'ai rien vu d'apocalypse qu'on nous annonçait. Là. Des fois, je devais aller pour le travail là, à l'urgence, puis les urgences étaient vides. Il n'y avait pas l'apocalypse qu'on pensait. L'été, je me suis dit, bon, c'est réglé. Non, là, il réimpose. Là, c'est le masque qui a commencé. Là, à un moment donné, je me suis dit, bon, j'observais ça d'un regard extérieur, mais là, je me sentais de plus en plus là, le désir là, de m'impliquer en politique. Puis là, on voyait à Québec. À Québec, il y avait 4 partis. Il y avait la CAQ, puis il y avait 3 partis d'opposition officielle, mais les 125 députés, jusqu'à temps qu'il y en ait une qui s'en aille au PCQ avec Éric Duhem, les 125 étaient toujours d'accord entre eux. Là, après ça, la seule opposition qu'il y a eu, c'était Claire Sanson. Elle a été dans l'opposition jusqu'à l'élection de 2022. Le rôle de l'opposition, c'est de remettre en question là, c'est de challenger, désolé pour l'anglicisme, là, mais c'est de défier un peu le gouvernement en place. Puis là, il y avait un genre de consensus qui me déplaisait énormément. Puis je n'ai jamais été un fan de Québec solidaire, évidemment. Là, j'ai toujours eu des valeurs centre-droite. Puis aujourd'hui, je reste fidèle à mes valeurs centre-droite. Puis à l'époque, naïvement, autant que je n'aimais pas Québec solidaire, autant que j'ai pensé que ce serait le premier parti qui se lèverait debout, parce que je connais quand même, je travaillais dans des secteurs de Montréal où Québec solidaire est très fort.
des endroits où la population en a le plus souffert. Parce qu'on s'entend, là, ceux qui ont le plus souffert, là, c'est la classe ordinaire, là, la classe ouvrière qui a beaucoup souffert. Je me serais attendu que même que Québec solidaire se lève debout. Québec solidaire ne s'est pas levé debout. Donc, en 2021, là, ma première appartenance politique, j'ai pris ma carte de membre du PCQ, puis j'ai évidemment milité pour Éric Duhem à l'élection de 2022. Mais vraiment, là, à titre de militant seulement, là, pas impliqué localement, là, mais vraiment là, comme militant, là, participer à des rassemblements. Puis, ensuite est arrivé des enjeux, parce que moi, j'ai toujours été un conservateur, puis je suis toujours un conservateur au sens de la vraie définition du mot conservateur. Mais là, je me retrouvais plus dans le parti conservateur que je trouvais qui était conservateur seulement de nom, tandis que Maxime Bernier, lui, ses politiques, sa plateforme là, au Parti populaire, c'est la plateforme qu'il avait utilisée là, pour sa course à la chefferie au Parti conservateur, puis qu'il avait perdu avec un seul pourcent. Là. Il avait perdu à 49 %. Avec l'histoire qu'on connaît, l'UPA qui avait encouragé les membres à prendre leur carte de membre pour faire obstruction à Maxime Bernier. Donc, parce qu'il s'était prononcé contre la gestion de l'offre, c'est ça? Il s'était prononcé contre la gestion de l'offre. On le sait, là, avec la négociation avec les États-Unis, tôt ou tard, la gestion de l'offre est sur le respirateur artificiel. Tôt ou tard, on sait que Donald Trump a gagné aux États-Unis grâce à un État pivot. Un État pivot qui est très important, qui est le Wisconsin. Wisconsin, là, les producteurs laitiers sont concentrés dans le Wisconsin. Puis tôt ou tard, ça va faire partie, que les producteurs le veuillent ou non, peu importe qui sera au gouvernement, ça va finir par être dans l'équation la gestion de l'offre. Vous pensez qu'elle n'a pas d'avenir, la gestion de l'offre? La gestion de l'offre n'a pas d'avenir. Donc, dans ce temps-là, on fait quoi? Est-ce qu'on est mieux de négocier ça de façon intelligente en négociant des arrangements aux producteurs, des indemnités aux producteurs, pour se sortir de ce que Maxime Bernier considère le cartel de la gestion de l'offre? Est-ce qu'on se sort de façon intelligente ou ça va se faire en catastrophe à une renégociation de l'ALENA où on n'aura pas le temps vraiment de prendre les arrangements? Puis, tu sais, pour aller aux États-Unis, pour aller aux États-Unis quand même assez fréquemment, je vais dans les épiceries, je vais voir le prix du lait, le prix des œufs. Là, je sais que dernièrement, il y a eu une immense montée du prix des œufs parce qu'ils ont abattu beaucoup de volailles aux États-Unis, puis ça a contribué à la montée. Mais si on avait un marché beaucoup plus libéral, là, au vrai sens libéral, là, ben, on pourrait leur vendre des œufs. Mais jusqu'avant qu'on connaisse la flambée dernièrement aux États-Unis, là, ben, le lait était beaucoup, beaucoup moins cher. J'ai acheté dans le coin, vers 2016, j'ai acheté des demi-gallons de lait, donc des 2 litres de lait. Je payais ça 99 cents américains aux États-Unis. Donc, mais ça varie, là, justement, aux États-Unis, le prix. Ouais. Ça varie beaucoup. Donc, la gestion de l'offre, tôt ou tard, elle va être sur la table. Une question me brûle les lèvres depuis tantôt. Allez-y. Pourquoi vous n'avez pas tenté d'intégrer le Parti conservateur du Canada? Je me suis impliqué. À l'époque, j'ai pris en 2022, j'ai eu de l'espoir avec Pierre Poilievre. J'avais pris ma carte de membre du Parti conservateur pour voter pour Poilievre. Puis on est énormément à l'avoir pris. Je me suis impliqué un petit peu localement à Trois-Rivières. Puis il y a eu des enjeux qui sont non négociables pour moi, puis qui semblaient non négociables pour eux. Donc, on avait un clivage là, sur les enjeux. Lesquels? Les enjeux forts. Premièrement, là, il y a eu l'Ukraine.
l'envoi de milliards en Ukraine. La première prise de position en l'Ukraine, je me suis dit, bof, c'est peut-être stratégique. Mais après 3 ans, ben là, on est rendu à 3 ans, là, mais après la deuxième année, que tous les partis à Ottawa, mais tous les partis siégeants à Ottawa étaient toujours en faveur des mesures d'aide dans l'Ukraine, ben moi, je ne me retrouvais pas là-dedans. Parce que vous étiez contre, vous? Moi, je suis contre. OK. Puis, je suis contre parce que je suis pro-paix. Je n'aime pas qu'on envoie de l'argent à l'Ukraine pour que l'Ukraine envoie des Ukrainiens sur les champs de bataille. Parce que là, on le sait, là, dépendamment des sources, là, des sources canadiennes ou des sources européennes, là, pour ça, je me fie beaucoup sur les sources européennes, mais on parle souvent entre 1,5 million, entre 500 000 et 1 million d'Ukrainiens, seulement du côté ukrainien, qui sont morts. Ça, c'était une des fractures avec... Moi, c'était une des grandes fractures. Puis pendant qu'on envoie des milliards en Ukraine, c'est des milliards qu'on envoie sur notre déficit, puis qu'on va payer aussi sur la taxe de l'inflation. Moi, en étant un pro-paix, j'ai toujours travaillé dans le service à la clientèle. Puis on me disait que quand il y a une situation tendue, il faut désescalader la situation. Moi, je suis quelqu'un de négociation, je suis pro-paix. Comme ça, moi, il était hors de question qu'on envoie ces milliards-là à l'Ukraine quand je vois qu'on a de la population qui souffre, qui a de la misère. Puis l'autre point de fracture avec M. Poilievre? L'autre point de fracture, c'est l'immigration de masse. À l'époque, à une certaine époque, là, jusqu'à l'époque d'Harper, on accueillait quoi? À peu près 250 000, là. 250 000 en résidents permanents. Bon, il y avait les travailleurs temporaires, il y avait les étudiants, il y a 3 autres catégories qui s'ajoutent, là. Puis il y a aussi les réfugiés. Bon. Mais là, juste la partie résidents permanents, on a augmenté ça de beaucoup. Puis là, c'est sans compter les illégaux qui rentrent puis qu'on loge à Montréal, là, dans la très grande région de Montréal, là. Je ne parle même pas du côté de Niagara Falls, là, mais que ce soit de Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu'à Valleyfield, l'île de Montréal, la périphérie. Il y a eu jusqu'à une époque là, une trentaine d'hôtels qui étaient réservés exclusivement par le gouvernement fédéral pour loger des illégaux. Puis on a su le montant. Il y avait eu un article qui était sorti. Là, ça coûte 78 000 là, prendre en charge un illégal là, pour le loger. Puis on leur mettait un bracelet comme dans un tout inclus dans le sud pour qu'ils aillent manger, parce que là, il y avait des itinérants qui avaient compris comment ça fonctionnait, qui voulaient aller manger à l'hôtel, puis c'était réservé exclusivement pour eux. Donc, l'enjeu d'immigration de masse, c'était un enjeu qui me touchait. Puis c'était quoi votre différence avec Poilievre dans ce temps-là? Parce que Poilievre, ce qu'il disait là, quand on parlait là, de la pénurie de logements, il disait toujours « il faut construire davantage ». Mais construire davantage, c'est pas le rôle du fédéral de construire. Le rôle du fédéral, c'est de mettre les conditions gagnantes pour qu'on puisse bien construire. C'est d'essayer de déréglementer le secteur de la construction puis de contrôler l'immigration. Parce qu'on s'entend, là, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, là, c'est le premier facteur qui fait débalancer le coût des logements. Je parlais beaucoup avec le monde parce que je suis venu à Saint-Raymond, je suis venu à Donnacona. Il a fallu que je vienne parler avec le monde là, avant la campagne, pour les signatures, pendant la campagne. Puis ça, cet enjeu-là, l'enjeu du logement, j'ai senti que c'était un enjeu qui touchait beaucoup de monde. Il y a du monde qui reste en Donnacona, ils ont un 4,5, un vieux 4,5. Ils me disent, j'ai de la misère à arriver, mon fils n'arrivait pas, il a fallu qu'il vienne vivre chez nous. Ça coûte 1100, 1200 $ pour le... Est-ce que vous faites le lien avec l'immigration? Oui, parce que tout est une question d'offre et de demande. Si on accueille plus d'immigrants qu'on est capable de construire de logements, évidemment, ça va créer une pression à la hausse. C'est le principe de base de l'offre et la demande. Donc, quand Pierre Poilievre il disait « faut construire plus de logements », moi, je disais en réunion sur le CA, j'ai dit « on ne parle jamais là, de réduire les seuils d'immigration ». À l'époque, Maxime Bernier parlait de réduction de seuil. Là, aujourd'hui, il veut un moratoire. Le temps de bien intégrer, puis le temps un peu de réguler là, le jeu de l'offre et la demande. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi beaucoup de logements.
même à Trois-Rivières, ils ont construit des fois des nouveaux logements qui sont réservés. Il y a du monde qui me disait ça dernièrement. Ma fille voulait y aller. Non, c'était réservé pour des logements réservés pour les nouveaux arrivants. Mais moi, ça me touche beaucoup parce qu'il y a un vieux principe qui dit « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Puis là, on a oublié de prendre en charge nos propres personnes. Puis là, l'immigration, on le sait, là, ça crée une très forte pression sur le jeu de l'offre et la demande quand on est rendu que des logements, un vieux 4,5, on ne parle pas de nouvelle construction, le vieux 4,5 c'est rendu à 1000, 1100. J'ai un de mes bons amis qui m'écoute, qui va me reconnaître que sa blonde, elle restait dans un 4,5 à Shawinigan, elle payait à peu près 675. Quand sa blonde a quitté pour le logement, pour aménager avec lui, le propriétaire a monté à 1000 $ d'un coup. Oui, c'est ça. Puis ça arrive souvent. Puis le pire, c'est que le propriétaire a le droit, selon la loi, j'ai su ça dernièrement, entre deux locataires différents, il a le droit de fixer un peu le prix qu'il... Ah. Bon, parce que le temps file un peu, là, je vous poserai la question, qu'est-ce que vous avez à offrir aux gens de Portneuf-Jacques-Cartier? Bien, pour Portneuf-Jacques-Cartier, c'est les enjeux... j'ai remarqué que les enjeux locaux, qui sont beaucoup aussi des enjeux nationaux. L'immigration, c'est de l'enjeu... c'est les enjeux nationaux. Nous autres, on veut aussi développer là, nos ressources. Bien, on veut, je veux parler aussi là, un peu là, du fameux conflit, le fameux conflit commercial. Puis nous autres avec aussi, les États-Unis. Avec les États-Unis. Nous autres, au Parti populaire du Canada, on est le seul qui ne veut pas entrer en guerre commerciale. On ne pourra jamais gagner une guerre commerciale contre les États-Unis. Leur marché est 10 fois plus gros que le nôtre. Vous proposez quoi alors? Il faut négocier. Ça revient à la règle de base dans le service à la clientèle. Il faut négocier. Les États-Unis, quand ils appliquent des tarifs, ils ne les appliquent pas à nous autres. Ils les appliquent aux marchandises, aux importateurs de nos produits. Donc, ce n'est pas directement aux entreprises canadiennes qui les appliquent. Ça, c'est important à le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que le 25 % qu'ils appliquent aux États-Unis, ils l'appliquent à nos entreprises d'ici. Non, non, non. C'est les importateurs américains qui payent le 25 %. Mais ça fait diminuer les ventes forcément aux États-Unis, là. Oui, ça affecte les ventes aux États-Unis, mais c'est malheureux, évidemment. Mais les consommateurs, la stratégie de Donald Trump, c'est de faire payer leurs consommateurs plus cher. Je ne suis pas d'accord évidemment, avec cette stratégie-là. Mais nous autres, pour répondre à cette stratégie-là, que ce soit le NPD, le libéral ou le Parti conservateur, ils veulent utiliser la même stratégie qui est de faire mal, ici. Donc, si on impose 25 %, le consommateur va payer plus cher, que ce soit à l'épicerie si c'est un produit qui est assujetti. Puis, il y a une compagnie qui fait du plaquage de noyer là, à Saint-Marc-des-Carrières. Je lisais un article il y a quelques jours. Ça leur a coûté 78 000 $ de plus à cause du 25 % imposé par Carney. 25 % sur la vanne de noyer. C'est du noyer qui font venir des États-Unis pour faire un plaquage là, du noyer du noyer select là, pour faire du plaquage des armoires de cuisine pour des meubles. Là, ils sont obligés, à cause de la riposte dollar pour dollar, ils ont été obligés de mettre à pied temporairement des travailleurs. Puis cette entreprise-là, elle pense peut-être même déménager ses activités aux États-Unis si notre réplique commerciale persiste. Donc là, on est en train de faire mal à nos entreprises d'ici. Nous autres, on veut négocier. Donc, avec un Parti populaire du Canada, ces entreprises-là ne seront pas soumises seraient pas soumises à ce 25 %-là. OK. Ça, c'est pour l'enjeu des tarifs. Vous avez parlé aussi de l'enjeu de l'immigration, mais il y a d'autres enjeux dans le comté, là? Oui. Lesquels, selon vous? Lesquels? Bien, l'économie. Là, actuellement, l'économie au Canada, là, avec les dernières années, l'endettement, on a atteint des taux d'inflation assez élevés. Les personnes âgées
leurs pensions ne sont pas indexées au coût de l'inflation. On est en train de faire grimper le déficit, grimper la dette. Donc, on est en train de faire payer aux générations futures là, les endettements actuels. Donc, nous autres, on veut couper, on veut rétablir le déficit. On veut ramener le déficit à zéro. Mais comment? C'est la grande question. C'est couper les subventions aux entreprises. Parce qu'avec les subventions aux entreprises, on décide, c'est les lobbyistes, en fait, c'est les lobbyistes les plus puissants qui décident qui a le droit des subventions puis qui n'en a pas. Donc, nous autres, on veut couper les subventions aux entreprises pour que toutes les entreprises soient égales, mais parallèlement à ça, c'est de faire baisser le taux d'imposition pour tous. Les petites PME qui ne bénéficient pas des grandes subventions parce qu'ils n'ont pas les moyens d'engager des lobbyistes, bien, celles-là sont désavantagées. Donc, la population, c'est la population puis les PME qui font les frais des subventions pour les plus gros joueurs. Donc, nous autres, on veut faire baisser le taux d'imposition. Des entreprises, des particuliers, les deux. Dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est qu'il faut absolument, mais absolument, équilibrer le budget. Ça, c'est la priorité. La première année, c'est équilibrer le budget. On peut couper 25 milliards dans les subventions aux entreprises. On peut couper une autre dizaine de milliards dans les programmes d'aide, dans l'aide internationale, en Ukraine. On veut aussi couper un peu la péréquation pour que les provinces arrêtent de se fier sur la péréquation du fédéral pour que les provinces développent leur propre matière première, développent leur propre économie. Parce que là, le Québec, on touche à peu près 13 milliards de péréquation. C'est la péréquation qui est principalement payée par l'Alberta. On se paye des programmes sociaux qu'ils ne se payent pas. Eux autres, ils font un surplus budgétaire de 5-6 milliards. Puis malgré notre péréquation de à peu près 13 milliards, on réussit à faire aussi un déficit de 13 milliards. Donc, il faudrait que le Québec puisse prendre son économie en main. Il faudrait développer construire des projets de pipeline, puis ce qui serait bon aussi pour développer des nouveaux marchés. Donc, vous êtes en faveur du pipeline Énergie-Est, absolument. Okay. Parce que là, on a appris dernièrement, puis je pense qu'il y en a beaucoup, on est tombé en bas de notre chaise. Le pétrole part de l'Alberta, s'en va vers les États-Unis, puis c'est les États-Unis qui nous retournent le pétrole raffiné. Raffiné, oui, c'est ça. Tandis que dans la Constitution canadienne, il y a une clause qui parle expressément du pipeline, comme à l'époque a été là, la construction du chemin de fer qui a traversé le pays. Ils ont construit ça un peu pour essayer de faire unifier, si je peux dire, pour lier les provinces. Oui, pour unifier, parce que la Colombie-Britannique avait à peu près aucune raison d'être avec nous autres, avec la barrière des Rocheuses. Je veux dire, eux autres, de façon stratégique, auraient été beaucoup mieux. Mais je suis très content là, qu'on ait la Colombie-Britannique dans le Canada, mais le chemin de fer a été fait pour unifier. Ouais. Bien, le pipeline Énergie-Est pourrait être que le chemin de fer a été pour unifier. Là, c'est parce que le pétrole passe par les États-Unis. Puis là, il y en a beaucoup qui sont inquiets actuellement de Donald Trump. On entend ça dans les médias. Il pourrait nous couper les valves, tout ça. Bien, d'abord, pourquoi pas profiter de l'occasion pour construire le pipeline? Puis là, bien, là, j'entends j'entends des personnes s'exprimer. Ils disent, ben non, on va causer on va polluer l'eau, il va y avoir un dégât. C'est toujours, quand on parle de pipeline, c'est toujours le scénario apocalyptique. Mais ces mêmes personnes-là, quand ils ne parlent pas du scénario apocalyptique, ils parlent toujours de l'ingéniosité puis du savoir-faire québécois. Puis c'est vrai, on a un immense savoir-faire. Puis quand il s'agit de construction de pipeline, là, on est incompétent puis on n'est pas capable de faire un pipeline qui va traverser une rivière là, sans polluer un cours d'eau. Donc, c'est un peu
le double discours, là, je trouve que Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le pipeline traverse le Québec pour être raffiné à Saint-Jean, je crois? Et puis donc aussi, on n'aura pas beaucoup de retombées de ça. Ben, en fait, Énergie Est, sauf erreur, il s'arrêtait à Montréal, il s'arrêtait à Saint-Romuald, il s'arrêtait à Saint... Il y avait comme... Peut-être, mais il va être raffiné quand même à l'extérieur du Québec, c'est ça que j'ai compris. Non, il y avait une partie qui était pour approvisionner la raffinerie de Montréal-Est. Une partie à Saint-Romuald, peut-être. Une partie à Saint-Jean, puis il y avait aussi d'autres surplus qu'on peut vendre sur des marchés extérieurs. Parce qu'actuellement, on vend notre pétrole à rabais aux États-Unis parce que c'est notre seul et unique marché. Puis rendu à Saint-Jean, bien, un coup qui est raffiné soit à Montréal, soit à Saint-Romuald, Saint-Jean, bien, on peut exporter à l'extérieur là, le pétrole restant. Puis au Québec, petit parallèle avec le Québec, il y avait eu GNL Québec, qu'on aurait pu vendre du gaz naturel liquéfié à l'Allemagne. Puis il y en a beaucoup qui voulaient que l'Allemagne arrête de s'alimenter de la Russie. Puis en même temps, l'Allemagne était venue ici au Québec. Je sais que c'est au niveau québécois, mais ça finit que tout cet enjeu-là est un peu interrelié. On refusait de leur vendre du gaz naturel liquéfié à l'Allemagne. Ben, à un moment donné, il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on veut améliorer nos programmes sociaux ou on veut absolument ne pas toucher à nos hydrocarbures? Parce que la Norvège a bâti un fonds souverain de plusieurs centaines de milliards de dollars, un fonds souverain. Puis, on a le potentiel. Au Canada, on a des sables bitumineux. Ici, on a des belles réserves de gaz, de gaz naturel liquéfié. Puis, on refuse toujours de les utiliser. Puis, pendant ce temps-là, bien, nos services dans les hôpitaux... Oui, je comprends ce que vous dites, mais oui. L'argument de ceux qui sont contre votre argument, c'est que c'est quand même du CO2 qu'on envoie dans l'air. Ça reste un gaz à effet de serre systématique, puis qu'on devrait décarboner les sociétés. C'est ça qu'on dit en général. Puis moi, je leur réponds, d'un, il y a deux écoles de pensée. Moi, je fais partie de l'école de pensée que les gaz à effet de serre, du CO2, si je recule à mes cours de secondaire, là, puis mes cours au cégep là, de biologie, là, le CO2, c'est la nourriture des plantes. Ce n'est pas comme à l'époque de nos grands-parents là, qui vidaient l'huile, puis ils la mettaient au coin d'un poteau de téléphone. T'sais, on n'en est plus là. Au niveau de l'environnement, on est déjà les meilleurs au monde. Donc, la partie de CO2, là, ce n'est que de la nourriture pour plantes. Mais supposons que j'essaie d'embarquer j'embarque pas dans cet argument-là que c'est un gaz à effet de serre, mais si je me mets... Mettons que j'embarque dans le jeu de ceux qui considèrent ça comme un gaz à effet de serre, le CO2, bien, je dirais, moi j'aime bien les statistiques, puis là, je vais me tromper à quelques décimales près. Mais il y a le CO2 là, de nature anthropique, celui que l'humain produit, c'est à peu près 4 %, parce que la nature produit du CO2. Donc, le CO2 que l'humain produit, c'est 4 % des émissions totales. Le reste, ça peut être un arbre qui tombe, qui se décompose. La nature produit du CO2 en elle-même. Donc, je trouve que c'est d'accorder une importance trop importante au rôle de l'humain dans la nature que de dire que c'est nous autres qui sommes responsables des changements climatiques. Les changements climatiques, il y en a toujours eu. Il y a déjà eu des glaces, une période glaciaire sur le Saint-Laurent. Puis le climat va toujours changer dans le temps. Puis là, bien, si on part du principe que le 4 % de nature anthropique seulement au niveau mondial, bien, le Canada représente seulement 1,6 % des émissions, entre guillemets, de CO2 au niveau mondial. Donc, pendant le temps qu'on refuse de le développer, puis il paraît que le charbon, dont l'Allemagne elle produit beaucoup au charbon, mais pendant qu'elle produit au charbon, il paraît que pour
pour une dépense énergétique équivalente, ça produirait plus de CO2, le charbon, que le gaz naturel qui est supposé être plus propre. Bien, si on part de cet argument-là, si on avait vendu notre gaz naturel liquéfié en Allemagne, bien, on aurait contribué à faire baisser les émissions globales au niveau de la planète. Okay. Puis on sait en Chine, ils ouvrent environ entre 1 à 2 centrales au charbon par semaine. Là, je ne sais pas si on ralentit la cadence, mais on voit la Chine gagne en prospérité. Puis nous autres, on a vécu énormément de délocalisation parce que nos règles, tout ce qui est environnement, on est déjà parmi les meilleurs au monde. Puis à chaque année, il y en a qui veulent qu'on rajoute des contraintes environnementales. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on perd toujours des industries au profit de la Chine, au profit de l'Inde. Puis oui, là-bas, elles peuvent polluer beaucoup plus facilement. Quand je parle polluer, c'est les cours d'eau parce que leur norme est moins sévère. Si on perd une entreprise métallurgique qui va partir d'ici, là, elle risque de contaminer des sols beaucoup plus à un autre endroit là-bas. Donc, moi, c'est ça qui, je trouve, qui me... Je comprends, vous mettez l'économie au-dessus, donc, de l'environnement vu de manière générale. Là. Moi, je considère que l'environnement, c'est très important. De la même façon là, que je jette pas, je recycle, je fais très attention à la partie environnement. Donc, je ne suis pas pour qu'on pollue les cours d'eau, évidemment. Mais le CO2, ça ne fait pas partie de ce qu'on considère comme étant de la pollution. C'est du CO2, ce n'est pas comme éventrer des réfrigérateurs puis libérer. Là, il y a des gaz à l'époque qui auraient pu causer des trous à la couche d'ozone, mais là, on parle vraiment de CO2. Bien, le respect de l'environnement, il paraît, c'est super important. Puis ce qu'on parle pas beaucoup, c'est qu'on met l'emphase sur le CO2, mais il y a des usines à Montréal, des usines d'épuration qui ne réussissent même pas à tout traiter. Il y a encore des versements en 2025, puis il y a encore des déversements. Les villes déversent encore une partie des égouts sanitaires vers le fleuve. Si on veut faire vraiment un geste concret pour l'environnement, bien, qu'on modernise ces installations-là pour ne pas envoyer un paquet de déchets. Ça, cette partie-là, je l'adopte totalement. OK. Maintenant, si je reviens aux enjeux vraiment locaux, est-ce que vous êtes penché sur la problématique, le problème du quai de Portneuf, par exemple? Tous les candidats m'en ont parlé de ça. Ça, c'est un enjeu. Moi, c'est un enjeu, là, je ne vous ferai pas d'accord, ce n'est pas un enjeu que je me suis renseigné. Moi, c'est les enjeux. Les quais de Portneuf, je ne connais pas l'enjeu, mais c'est les enjeux nationaux, ceux qui affectent le plus le monde. Ouais. Peut-être vous me dites que tous les candidats m'en ont parlé, mais moi, j'ai rencontré des centaines de personnes pour autant des personnes qui ont accepté de me donner les signatures, autant que des personnes on a discuté, puis personne m'a dit que c'était un enjeu pour lui. Donc, des fois, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a des candidats qui pensent qu'eux autres, la population est très intéressée d'entendre parler d'un enjeu, mais en vérité, là, dans le concret, ce qui touche les enjeux que le monde veut parler, c'est est-ce que je vais être capable de payer mon loyer? Est-ce que je vais être capable de payer mon épicerie? Est-ce que ça, c'est les enjeux, la préoccupation de monsieur, madame, tout le monde, c'est ces enjeux-là. Puis moi, c'est ces enjeux-là que je veux me concentrer. Puis quand on a une économie forte, parce que moi, je fais, comme je vous dis, c'est l'économie. L'économie, c'est super important. Bien, quand on a une économie forte, après ça, on peut régler beaucoup d'enjeux, des enjeux que je vais dire de secondaire parce que personne ne m'en a parlé, puis il n'y a personne dans ma famille, dans Portneuf, qui m'a parlé de cet enjeu-là. Quand l'économie va, tout va. Mais il faut penser à développer notre économie. Un coup qu'on a développé notre économie, bien, le monde va avoir accès à des meilleurs systèmes de santé. Là, après ça, le monde, quand ils vont avoir une meilleure santé, ils vont pouvoir payer leur épicerie. Bien, là, après ça, ils vont pouvoir... peut-être qu'ils vont être plus préoccupés par ces enjeux. À ce moment-là. Oui. OK. Bien, merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Bien, ça me fait plaisir. Et on se revoit le 17, peut-être? Oui, bien, je vais vérifier avec mon agenda, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.